précédente table ronde peut aussi être un chercheur concerné, un chercheur qui a des expériences, un chercheur qui s'engage. Et donc, ma question, c'est que chacun d'entre vous vous présentiez en présentant aussi à partir de quelle position vous participez à cette recherche participative ou vous vous engagez peut-être dans la cité pour faire de la recherche participative. Voilà, donc peut-être on peut commencer. Léandre, si vous êtes partant pour commencer. Donc bonjour à toutes et tous, moi je m'appelle Léandre Donguigné et je travaille à la boutique des sciences de Lyon, l'Université Lumière Lyon 2. La boutique des sciences, c'est une forme de dispositif porte d'entrée entre des associations qui ont comme ambition d'aller vers la recherche et des chercheurs et le monde de la recherche. Et donc nous, à la boutique des sciences, on a déjà pas je trouve mes mots, mais on va accompagner dans le cadre de nos actions des associations, des étudiants et un peu aussi des chercheurs dans la construction de projets de recherche. Et donc, pour répondre à la question de ce que ça voulait dire participer, on a une vision qui est un peu large, vu qu'on va avoir une vision qui va dépendre de qui s'engage en fait, en quelque sorte. On ne va pas avoir vraiment les mêmes raisons de l'engagement et de l'investissement ni pour les étudiants, ni pour les associations et pour les chercheurs. Juste en quelques mots, pour les étudiants, c'est surtout des masterants, ça va être un engagement assez particulier dans leur recherche, dans leur parcours de formation, vu que c'est... Désolé, je trouve mes mots, mais... vu qu'ils vont se retrouver à faire de la recherche avec d'autres personnes, ils vont se retrouver assez tôt dans leur parcours à aller vers ce monde de la recherche participative, vers une recherche où ils ne sont pas les seuls maîtres à bord, où ils vont devoir accepter de travailler avec d'autres personnes. Et pour les associations aussi, ça va être une expérience aussi d'engagement particulier, vu qu'ils vont devoir... accepter aussi ce regard de l'extérieur du monde de la recherche sur leurs propres actions, sur des programmes qui sont parfois longs, et vont aussi accepter de devenir ces lieux d'observation et de s'inscrire dans ces démarches collectives. Et donc c'est là-dessus où on voit ce processus d'engagement. Très bien, merci. Parce que c'est vrai que dans la recherche participative, ça, on va le voir, et on l'a d'ailleurs dans les journées du PPR, je trouve que ça se reflète aussi. Il n'y a en fait pas deux positions, il n'y a pas chercheurs et personnes concernées, il y a une diversité de positions. Et je pense qu'autour de cette table ronde, elle a été conçue pour ça aussi, pour représenter cette diversité de positions. Et donc justement, Alain, vous avez encore un positionnement qui n'est ni chercheur, ni personne concernée, ni vraiment professionnel, mais encore autre chose en fait. Je travaille pour l'administration publique de Lausanne, en Suisse, et je suis directement sous le pouvoir politique. Et je m'occupe du domaine vie des quartiers. Donc, il y a une vingtaine de quartiers identifiés dans la ville de Lausanne. Et mon rôle, c'est de fluidifier, dynamiser la qualité de vie des quartiers avec l'ensemble des acteurs socioculturels, mais aussi le reste des partenaires qui sont actifs dans la vie sociale et culturelle des quartiers. Et voilà, donc, c'est pas mon premier métier, ni dans l'administration publique, ni en lien avec les démarches communautaires. Et je crois qu'au fil des années, en tout cas dans cette position aujourd'hui, j'ai un lien particulier à la recherche où je me dirais également, en tout cas, responsable de porter un regard de recherche sur ce qu'on fait dans les quartiers, en étant strictement incapable, mais en disant en tout cas qu'il faut toujours avoir, on parlait avant de evidence-based, donc il faut en tout cas avoir des idées de bonnes pratiques, des évaluations qui nous permettent, nous, travailleurs de l'administration publique, d'étoffer son regard, d'enrichir son regard, de pouvoir comparer, de pouvoir critiquer ce qu'on est en train de faire. Et je pense que c'est quelque part pas notre métier et qu'il faut des compétences pour le faire. Par contre, j'ai la responsabilité aujourd'hui de porter, de rendre possible et d'assurer qu'il y ait ce regard. Donc je me sens aussi responsable d'une partie de ces recherches en étant un rouage, en me disant je ne peux pas travailler aujourd'hui si une partie de mon temps de travail n'est pas dédiée à de la collaboration et de la recherche pour fournir de l'information sérieuse, vérifiée, éprouvée, non seulement pour nos réflexions métiers, mais aussi pour les politiques, bien entendu. Donc voilà, ma position aujourd'hui, c'est de me sentir aussi responsable de la recherche, et définitivement responsable, et un des rouages collectifs, et je vais revenir après sur comment on fait en ce moment à Lausanne.
Je serai très court. Je dirais juste 2 choses pour compléter l'information et dire pourquoi j'ai beaucoup de plaisir à être ici. La première, c'est qu'en étant directeur d'un pôle de recherche nationale, ma vie a changé. C'est-à-dire qu'avant, j'étais un chercheur qui devait tout faire, qui devait communiquer, qui devait être un expert dans les médias, qui devait montrer que sa recherche était utile, qui devait produire de la recherche fondamentale. En fait, 12 casquettes dans un métier. Je devais enseigner, etc. En fait, la grosse différence, c'est que tout d'un coup, on a eu des professionnels avec nous. Donc, notamment dans la communication, par exemple, ou dans le transfert des connaissances. Et je pense que tout d'un coup, je me suis dit aussi, tiens, on est beaucoup plus puissant, en fait. Bon, il faut avoir des moyens, évidemment. Mais lorsqu'on a justement une équipe de professionnels avec qui on peut travailler, et c'est la même chose avec Alain, qui lui est un professionnel de l'entrepreneuriat social, du terrain. Je peux faire semblant de le faire, mais en fait, c'est son métier. Et du coup, je pense que la collaboration, vraiment, on doit apprendre justement à faire des réseaux. Et je pense que le PPR, tous ces regroupements, mais aussi justement dans l'interdisciplinarité, dans tout ce qu'on voudra, professionnalité, etc., il faut vraiment qu'on apprenne à travailler. Et je suis très content de voir qu'il y a beaucoup de professionnels ou de nouveaux professionnels aussi qui émergent. Merci. Valérie Guntebler. Donc moi, je travaille à la Haute École de Travail Social et de la Santé à Lausanne. On est une petite délégation de Lausanne, visiblement, aujourd'hui. Alors, je dirais 2 choses. Alors, premièrement, moi, comme Dario, j'ai un parcours d'abord de chercheuse avec ces multiples tâches qu'on est censé assumer en tant que chercheur. Mais j'ai aussi un ancrage dans une école de travail social. C'est-à-dire, et en Suisse, alors c'est pas forcément partout pareil, mais il y a un côté, je crois, qu'on a développé beaucoup depuis un certain nombre d'années maintenant, avec cette idée que le travail social, c'est avant tout une discipline et une pratique professionnelle. Donc de fait, il y a une inscription de la recherche qui est réalisée dans ce type de lieu qui émerge directement de ces liens très très forts avec les gens qui sont sur les terrains professionnels, qui sont au front tous les jours avec l'ensemble des publics, des personnes concernées. Et très souvent, finalement, le type de recherche qu'on va mener émerge déjà de ces demandes, des questionnements qui nous sont posés, des confrontations. Ensuite, on accompagne nos étudiants qui font un bout de formation pratique, par exemple, et c'est directement par ce prisme-là, finalement, qu'on arrive à développer nos projets. Et puis, le travail social, j'ai envie de dire, les valeurs même du travail social font que la participation, l'intégration, tous ces éléments-là sont l'ADN même du travail social. Donc, on a peut-être, en tant que chercheur dans ce type d'institution, de discipline, une posture qui est, moi je me reconnais aussi bien dans la recherche fondamentale que tu décrivais, que dans la recherche appliquée, et quelque part sans faire de grandes distinctions, parce que je ne vois pas comment on peut faire l'un sans l'autre, d'une certaine manière. Donc, on est sans arrêt, finalement, en train de tisser des liens entre l'un et l'autre. Voilà, pour les premiers éléments. Merci. Christophe, en fait, vous êtes 2. En fait, vous êtes 4. Donc, à ma gauche, c'est ça, nous avons l'équipe Cap Droit, qui sont représentées donc, par Christophe et Benoît, mais qui sont 4. Voilà. Je les laisse expliquer pourquoi. Oui, étant donné que, comme on l'a dit, nous sommes 4, là on est 2, mais je représente les textes d'autres personnes qui ne sont pas là. Voilà, donc c'est pour ça que je prends le rôle d'un narrateur de lire leur texte. Donc là, c'est le texte de Marika. Donc voilà, c'est lors de la 3e conférence internationale scientifique et citoyenne, CONFCAP, organisée par Cap Droit Lyon, à Lyon, en juillet 2021, à laquelle j'ai participé grâce à Cyril Desjeux, que j'ai découvert la participation à la recherche qui est depuis devenue pour moi une évidence. Cyril Desjeux, qui est directeur scientifique d'Andéo et docteur en sociologie, m'avait proposé d'intervenir à une table ronde sur la question du déménagement de la mobilité résidentielle. Voilà.
Mon positionnement en tant que personne concernée par l'handicap physique, j'avais besoin de comprendre les raisons pour lesquelles, d'un point de vue sociétal, oh là, la seule place à laquelle je suis assigné ou que l'on m'accorde de ne me reconnaître capable, vulnérable et fragilité. Nécure se poser pourquoi l'inclusion soi-disant souhaitée, réclamée, n'arrive pas à se mettre en place de manière pérenne. Bon, je peux m'arrêter là si vous voulez. Hein, ou... Voilà. Ben, sinon, il y a mon intérêt croissant pour la recherche, par cette découverte qui a fait naître en moi le besoin de comprendre ce que joue dans l'imaginaire social cette évidence d'une recherche fondée sur les trois entités académiques, professionnelles et expérientielles m'a poussé quelques années plus tard à m'engager. Voilà, ça c'est la première question de Marika. Et donc Benoît, Ouais. vas-y. Donc effectivement, je crois que Myriam a organisé avec 4 personnes de Cap Droit qui ne sont pas là aujourd'hui. Donc au pied levé, Christophe et moi les remplaçons pour des raisons diverses, mais notamment de difficultés de trouver des auxiliaires pour pouvoir venir jusque-là, par exemple pour Marika. Donc moi, je suis Benoît, je suis sociologue et je suis investigateur d'un des programmes du PPR. Et là, je représente Isabelle Miranda. Isabelle Miranda, elle est mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Elle dit qu'elle est professionnelle de l'accompagnement et de la relation, dans les termes qu'on utilise dans le sein du collectif Cap Droit. Elle dit qu'elle a l'impression de faire souvent face à un certain silence au sein de la recherche participative, qu'elle se sent un peu silenciée aussi bien par les experts académiques que par les personnes en situation de handicap. Voilà. Mandataire, je crois qu'elle a d'autres cordes à son arc dans le travail social, dans d'autres, en tout cas elle nous soutient à travers des tas de compétences qui ne sont pas du tout seulement reliées à sa profession de mandataire judiciaire. Et peut-être dire aussi pour moi, pour répondre à ta question, je crois que je n'ai jamais utilisé ce terme, mais là je vais l'utiliser. Je crois que j'ai été aidant. Je crois que je ne le suis plus trop. J'ai plutôt été aidant de personnes en situation de troubles psy, alors que dans mon environnement, il y avait des personnes avec d'autres types de handicap. Ça me parlait moins quand j'étais jeune. Voilà, ça a changé depuis. On va essayer de faire... Ouais, et donc, Christophe n'est pas 2, en fait, il est 3. Et donc, je vous redonne la parole. Donc Karen Butin, qui elle aussi devait venir, n'a pas pu venir. Et donc Christophe, disons qu'elle est elle est dans le train pour venir. Voilà, c'est ça. Elle est dans le train et malheureusement, vous connaissez les principes de la SNCF, hein, les imprévus. Donc voilà, je lis le texte de Karen. Alors, c'était à partir de... Bon, voilà la question de partir de la position. Donc, globalement, je me positionne en tant que personne directement concernée par la vulnérabilité ayant été initialement identifiée comme telle. Et c'est dans une volonté de partage et d'interconnaissance que j'ai débuté une formation académique. Cette formation m'a permis de développer un travail partant de l'ethnologie de soi-même, de mieux comprendre mes partenaires issus de champs académiques, mais aussi de mieux appréhender les enjeux de la recherche participative. Avant toute considération déontologie et ou éthique de la recherche dite participative, je tente de ne jamais perdre de vue
qu'il convient d'organiser une collecte de données participatives efficace. Pour cela, nous savons que des pratiques sont à suivre afin de maintenir les modes de façon opérationnelle, mais cet objectif est très difficile à atteindre au regard des contraintes extérieures, mais aussi parfois personnelles ou collectives, l'est-il seulement. Dans le cadre de la recherche participative, je m'attache pour cette raison à un exercice régulier d'autoréflexivité de ma pratique. En effet, théoriquement, pour débuter, il convient d'élaborer un protocole de recherche participatif. Peut-être ça c'est la question sur laquelle on reviendra. Je ne pense pas. Dire 2 mots sur toi, Christophe. Oui, pourquoi pas. Étant donné qu'on fait de la recherche participative aussi, étant que facilitateur, chercheur au nom de Cap Droit et aussi de la TRAM, parce que je représente aussi de la TRAM par le biais de Cap Droit. Donc, on fait beaucoup de participation et de recherche participative en tout genre, qu'il soit dans la sociologie de la personne vulnérable et personne handicap. Mais voilà, ça m'a dans mon parcours, on va dire que j'étais curieux de savoir comment ça se passait, ça se déroulait par les biais des questionnaires à l'époque, jusqu'à arriver à Lyon 2 pour le mettre en pratique. Et j'ai trouvé ça très, très intéressant aussi de le voir comment d'appliquer en tant que citoyen et de le mettre en application juridique, qui veut dire sur les lois qui soient dans les assemblées nationales ou carrément européennes. Donc voilà, et c'est très, très, très intéressant de voir comment nous, les enjeux, de mettre en pratique et de se faire comprendre et se faire entendre à travers les contextes, des difficultés qu'il y a sur la société actuellement, sur les personnes vulnérables et handicapées. Merci. Alors, la suite de la table ronde, mais je vois que le temps presse, donc je vais demander à mes intervenants d'être encore plus courts. On l'avait prévu à travers 3 questions, donc chacun va répondre à une question, mais très, très rapidement. La première question, c'était, je voulais revenir sur cette question de la co-construction, qui est un mot qu'on retrouve souvent, hein, qu'on construit des questions, qu'on construit des connaissances, etc. Et on l'a vu, en fait, il y a une diversité de positionnements. Et j'aurais voulu qu'à partir de vos projets, finalement, vous exploriez ou vous nous expliquiez ce qu'est cette co-construction à partir de la diversité des positions. Donc Alain, là je propose que vous rebondissiez sur cette question à partir de vos projets communautaires qui sont quand même, je pense, assez particuliers en fait. Merci de me redonner la parole. Donc effectivement, si on co-construit, on part du principe qu'on va prendre en compte plusieurs voix. Et on part aussi du principe que ces voix seront ou devraient être mises à égalité. J'ai beaucoup aimé le principe dit avant que toutes les voix mises autour d'une table n'ont pas le même poids, qu'il y a des enjeux de pouvoir. Et en tant que ville, on est conscient de ça. Et on pense qu'effectivement, donner des gouvernances, des accompagnements au niveau des quartiers doivent être mis en place pour créer des tables de discussion non seulement avec les habitants, mais aussi les partenaires qui sont actifs dans les quartiers. Et donc, pour déployer ces tables ou cette coordination, on s'appuie sur l'animation sociale et culturelle des animateurs qui sont et qui vivent la pratique au niveau du terrain, qui sont capables et qui sont formés pour créer cette animation, et puis qui sont aussi entre eux dans des savoirs métiers très, très forts, et je pense aussi à valoriser avec les jeunes, avec les adultes, les seniors, certains avec des thématiques, des précarités, des thématiques aussi, et des handicaps, et sont capables, ou pas, mais de traiter des thématiques et aussi d'inviter d'autres gens justement pour traiter des thématiques au niveau de ces tables. Donc ce qu'on est en train de mettre en place, c'est une coordination des quartiers qui veut justement pouvoir écouter, avant tout écouter différents avis et les remonter avec une équité, une égalité d'importance. Et c'est en fait pas si facile. Quand on dit aux gens que voilà, on va créer
pas un projet, mais un processus. On veut créer ces tables pérennes sur le long terme. C'est-à-dire on ne va pas faire une recherche, on ne va pas traiter un thème, on va traiter des thèmes ensemble sur le long terme et on va changer notre manière de faire. On peut réussir ou louper, mais la seule condition pour être autour de la table, c'est d'accepter que notre voix soit une parmi les autres et que finalement on se coordonne. Alors est-ce que la ville, en coordonnant ces tables, se place en leader de projet? Non, ce n'est pas ce qu'on veut non plus. Ce qu'on veut, c'est être des coordinateurs et donc amener de la fluidité et du dynamisme finalement participatif, non seulement aux recherches, mais aussi au déploiement de ces recherches et en fait au degré de granularité où on veut pouvoir atteindre les gens avec la motivation d'avoir un maximum de voix représentées et enfin représentées pour tout un chacun à différents niveaux. Je rajoute juste, je vais passer la parole, voilà ce qu'on est en train de faire, que si on le fait au niveau du terrain, il faut aussi manager ces équipes. Et que le management demande aussi une compréhension et une position par rapport à ces équipes, un déploiement partenarial, institutionnel, aussi avec les politiques, qui indique qu'il y a aussi un suivi d'implémentation à faire au niveau du vécu politique, de la transformation des gens. Il n'y a pas le bas ou le haut, tout le monde se transforme dans des démarches participatives et je pense qu'il y a aussi tout ça à prendre en compte. En termes de communication, de valorisation aussi, je pense qu'il y a vraiment une responsabilité administrative et politique qui nous est déléguée, nous, à la ville, de valoriser l'ensemble des acteurs qui se mettent dedans, d'avoir des moyens pour valoriser ces voix, des vidéos, des articles, et puis vraiment de travailler à cette équité de visibilité, ce qui est relativement nouveau pour une ville, et ce qu'on est en train de mettre en place, je pense, changera justement peut-être même la visibilité de certains acteurs et des habitudes de traiter avec des acteurs. Voilà, en tout cas, c'est le but aujourd'hui. On a 4 personnes coordinatrices qui deviennent donc des coordinateurs quartiers et qui aujourd'hui œuvrent à la mise en place de ces tables au niveau lausannois et dans tous les quartiers. Et cette expérience va normalement être pérenne. Et on pourra donc bientôt documenter cette manière de faire et son efficacité. Merci. Et donc, Léandre aussi, j'aurais aimé que vous réagissiez sur cette question de la co-construction parce qu'effectivement, vous l'avez dit, l'une de vos activités, c'est notamment d'accompagner des masterants, ce qui est encore un autre challenge parce que leur faire de la recherche participative ou de la co-construction, ça implique aussi le directeur de mémoire, ce qui n'est pas simple. Donc voilà, comment avec eux vous co-construisez et qu'est-ce que vous co-construisez ? Donc, j'ai essayé d'être rapide vite, apparemment on n'a pas tant de temps. Mais donc oui, à la boutique des sciences, nous, notre tâche, une de nos principales activités, c'est d'encadrer l'émergence de petits projets avec des associations et des masterants, souvent en master 2, pour construire avec des associations un projet de recherche sur 6 mois dans le cadre de leur stage où ils sont rémunérés pour ce stage. Mais l'une des particularités de cette co-construction, c'est qu'elle commence bien avant l'arrivée et du chercheur et surtout de l'étudiant. Au printemps de chaque année, on a ce qu'on appelle une phase d'émergence où on va accompagner plusieurs associations. En fait, pendant le printemps, on rencontre une 60aine d'associations, de petites collectivités, de petits collectifs avec lesquels on va discuter et essayer de construire ensemble dans le cadre d'ateliers d'émergence où on réunit plusieurs associations ensemble pour qu'elles discutent où elles vont partir de toutes leurs questions qu'elles ont au sujet de leur activité, toute la demande sociale qu'elles pourraient avoir, pour essayer de la canaliser vers une question de recherche qu'on va ensuite faire évaluer par un comité scientifique composé d'une 30aine de chercheurs à Lyon 2, et surtout du site de Lyon, et où on va mettre en mouvement, avant d'emmener les masterants, l'association à commencer à engager ce travail de réflexion. Et c'est dans un second temps, à partir du mois quasiment une année de travail là-dessus, de lancement du projet, l'étudiant va en master ou l'étudiante va s'insérer dans ce projet. Et là où ça va être intéressant, c'est qu'on va se retrouver avec un collectif qui va se créer, donc l'association qui s'était mis en mouvement là-dessus, un étudiant ou une étudiante, son directeur ou sa directrice de mémoire, et on essaye la plupart du temps aussi de rajouter un chercheur associé qui connaît le sujet ou qui connaît la recherche participative d'une manière différente pour construire ce cadre de réflexion. Et donc il va y avoir à partir de là un travail de co-construction commun à partir de cette question de recherche pour en faire une problématique de recherche plus fiable, plus ancrée sur la réalité disciplinaire de l'étudiant ou de l'étudiante, avec un apanage
épistémologique un peu plus conséquent. Et donc, il va y avoir tout ce groupe de travail qui va se mettre ensemble à co-construire une problématique, une méthodologie et essayer de construire ce terrain. Et nous, notre tâche à la boutique des sciences, ça va être d'être dans cette position intermédiaire de facilitateur, d'être là entre l'étudiant, les chercheurs et l'association pour aider à cette participation, pour s'assurer que l'étudiant trouve sa place dans un projet qui des fois est un peu compliqué, comme c'est pas nécessairement évident pour un étudiant d'entrer dans un projet qui est antérieur à lui, surtout pour les associations, c'est un projet qui est sur le long cours la plupart du temps. C'est un sujet qui leur tient à cœur sur des activités qu'ils ont commencé depuis des années, qui continueront largement après la venue de l'étudiant. Donc il y a tout ce travail de trouver sa place, de s'assurer qu'une co-construction se fait. Et aussi, on va aider l'étudiant avec des journées de formation méthodologique, avec des méthodes de co-construction, de participation pour faire participer les membres de l'association, les membres du terrain et de formation. Et donc ça va prendre aussi des allures dans d'autres projets plutôt de bienveillance, mais ça c'est autre chose. Merci. Et donc, j'aimerais maintenant, il y a Marika aussi qui avait abordé un point intéressant sur ce point-là, un point d'ailleurs que vous venez d'aborder, qui est la question de la formation, qui est liée aussi à ce que Dario disait, c'est qu'en fait, pour co-construire ou avant de co-construire, il y a la question de l'apprentissage. Et en fait, peut-être que dans les recherches participatives, avant de co-construire, il faut se co-former. Et c'était justement le point de Marika. Donc, Christophe, je vous redonne la parole, mais je pense effectivement, ne vous privez pas aussi de répondre à cette question depuis votre position à vous et en votre nom à vous. Je vous laisse faire. Bon, je réponds aux questions avec Marika. Alors, dans ce premier positionnement déroule aujourd'hui mon positionnement en tant que présidente. J'en ai souhaité faire une forme de recherche d'ordre archéologique pour essayer de comprendre comment rendre possible une véritable inclusion et trouver à quel moment chacun pourrait participer à une recherche tout en se détachant de sa problématique propre. Dès lors, il a été devenu évident pour pouvoir apporter des questionnements, apporter les différents témoignages et analyser les données, une recherche est complète en collaboration avec les trois entités présentées à cap droit, avec toujours à l'esprit la convergence des différentes disciplines sur lesquelles dois m'appuyer. Par exemple, dans la recherche participative, on utilise souvent un terme, celui de construction. À partir de différents projets auxquels j'ai participé, la co-construction consiste à intégrer des personnes directement concernées, généralement absentes des débats qui les concernent. En ce sens, la co-construction est devenue une certitude, l'émotive. Or, l'expérience est de l'ordre d'un vécu unique et singulier. Il n'y a pas ceux qui savent et ceux qui ne le savent pas. Et pour autant, le savoir expérientiel ne s'arrête pas à son vécu, tout comme le savoir académique est celui des accompagnants. C'est une longue formation. Qu'est-ce que l'expérience? À quel moment un récit de vie se traduit-il en expérience ou fait-il expérience? Participer au partage des savoirs situés à la croisée des problématiques politiques, sociales et épistémologiques, demander de participer à des personnes au titre de leur expérience sans les enfermer dans cette expérience pose la question de la pertinence de savoir expérientiel. Bon, après, il y a les trois entités académiques, professionnelles, personnelles, qui n'ont pas le même objectif.
Et comme le résume Collery, le savoir expérientiel est souvent présenté comme un nouveau Graal, une matière précieuse susceptible d'enrichir n'importe quel projet, recherche, enseignement, clinique, gouvernance et organisation politique, sociale, comme des pépites d'or bruit. Il apparaît une plus-value initiable, quel que soit le domaine, contribuant par exemple à améliorer la qualité des résultats de recherche ainsi que l'acceptabilité sociale et la pertinence des projets. Bon, il y a plein de trucs, hein, mais après, est-ce que vous voulez que je continue? Je pense qu'on peut en rester là parce qu'après, ça va faire fort long. C'est clair. Merci. Il y a effectivement cette question des savoirs expérientiels qui est très importante. Et ça nous fait d'ailleurs passer en partie à la question suivante que je voulais aborder, qui est celle de la relation entre production des connaissances et transformation sociale. Comment dans la recherche, Dario, vous l'avez évoqué dans votre... vous avez commencé à en parler dans votre topo. Comment dans la recherche participative se fait ce lien entre connaissances et transformation sociale et justement à partir de votre projet Cause commune, j'aimerais que vous reveniez un petit peu sur cette question. Oui, donc ça se pose à différents niveaux évidemment. Donc tout d'abord, je tiens à dire que justement on a une collaboration avec des rôles et des compétences qui ont été définis et puis des moments justement où on essaye de rapprocher en fait nos compétences ou de les enrichir par la discussion et par un processus justement de collaboration et d'échange. Et typiquement, ça voulait dire que lorsque je suis plutôt un quantitativiste pour aussi me positionner par rapport à ce que je peux faire comme type de recherche, etc. Donc on a décidé de faire une étude longitudinale qui suive le processus, qui interroge la population à 3 reprises. Dès le début, en fait, on a essayé autant que possible, et ça n'a pas été aussi poussé que des fois ce qu'on souhaiterait. Je disais les limites aussi des fois de différentes contraintes. Mais d'une part, de travailler avec certains groupes d'habitants pour construire le questionnaire. Alors peut-être pas les questions de recherche en tant que telles, mais au moins, et on a typiquement, on avait des symptômes dépressifs, on les a enlevés parce qu'ils nous ont dit on ne veut pas répondre à ce genre de questions, alors qu'on les posait de manière régulière dans des recherches précédentes. Ou plus aussi de manière partenariale ou collaborative, notamment avec le service de cohésion sociale, avec Alain Platet, mais aussi le municipal, enfin avec différents acteurs locaux, de se demander quel type d'indicateur pourrait leur être utile pour guider leurs actions sociales et la vie de quartier. Et donc, du coup, on a été chercher des modèles aussi, pas nos modèles habituels forcément, mais où on se dit on doit répondre à une demande, à une volonté justement de renforcer les relations sociales, la cohésion sociale, l'empowerment, etc. Et puis, bon, on est parti sur le modèle de la qualité sociale, mais que personnellement, je n'avais jamais utilisé. Donc, ça veut dire aussi une certaine flexibilité dans la discussion pour essayer de trouver une solution commune qui peut satisfaire et qui peut arriver pour finir à parler aux uns et aux autres. Et ça, c'est tout un travail, en effet. Et c'est par tâche, c'est par demi-journée ou des fois par des articles ou des choses qu'on faisait ensemble, des conférences qu'on partage, enfin, qui nous permettent justement d'enrichir et de nous rencontrer sur ces différentes questions de la recherche, par exemple. Et je pense que c'était la même chose du côté de l'action, où on avait un rôle mineur, mais où on essaie de dire, faire peut-être attention à ça, il faut peut-être qu'on discute de ça, peut-être que je peux intervenir dans ce forum sur cette question, enfin, ou que j'invite quelqu'un. Enfin, voilà. Donc il y avait un leadership assez clair sur qui est le professionnel de quoi, et en même temps, il y a beaucoup à faire pour pouvoir collaborer. Merci. Et cette question de la transformation sociale, enfin, du lien entre production de connaissances et transformation sociale, elle pose aussi la question des temporalités qui ne sont pas toujours accordées. Et là, Valérie, j'aimerais que vous nous donniez vos points de vue sur cette question des temporalités, justement, des deux processus. Oui, je pense que ça rejoint un peu des éléments qui viennent d'être abordés par Dario, mais aussi dans ce que disait Marika, je pense, avant un bout. C'est
je pense qu'il y a effectivement la question des temporalités, il y a aussi peut-être la question des objectifs, il y a, voilà, différents éléments qui reviennent. Effectivement, avec des temporalités qui parfois sont très différentes, dans le sens où, dans nos métiers de chercheurs, qui sont liés à des financements, par ailleurs aussi, hein, très souvent, qui font qu'effectivement, on a des temps donnés ou restreints pour réaliser un certain nombre de choses, qu'à partir de certains moments, on n'a plus les forces, par exemple, nécessaires pour continuer de travailler sur certaines questions. Et c'est des processus, ça a été dit, je crois, qui devraient pouvoir s'inscrire dans le long terme. Hein. Ça demande du temps, ça demande des allers-retours, ça demande de la mise en cohérence, du partage pour se mettre d'accord sur un certain nombre de choses. Et puis, parfois, effectivement, les conditions de la recherche ne permettent pas de le faire de manière peut-être tout à fait satisfaisante. Et puis, en termes de temporalité, ce que j'observe aussi, c'est que les attentes par rapport à la temporalité, à ce qu'on aimerait en faire et ce à quoi on aimerait arriver, là, c'est peut-être aussi aux objectifs, sont pas les mêmes. Des fois, la recherche, elle prend le temps de la recherche. Et puis, quand on est personne concernée ou professionnel, confronté à des difficultés impliquées dans la recherche, on aimerait que les choses aillent beaucoup plus vite et qu'on ait, par exemple, des résultats ou des choses à montrer, à documenter, qui permettent de faire bouger les choses, effectivement, et d'amener à du changement social, à des changements de pratiques. Et puis parfois, ça ne va pas suffisamment vite. Hein. Juste une petite anecdote pour rire, c'était pas un processus de recherche, mais que j'ai... dernièrement, j'étais dans un congrès où intervenaient également des gens qui venaient d'institutions et des professionnels. Et là, en l'occurrence, il y avait un groupe qui présentait un projet de nouvelle EHPAD qui avait été pensé en Suisse, en l'occurrence, et qui a voulu s'inscrire. C'était intéressant parce que c'était porté par des ingénieurs. Donc, je ne savais pas qui faisait ça, les ingénieurs. Je dis non, mais bon, c'est pas grave. Et en économie, hein, bon, bref. Et avec une volonté d'inscrire ça dans une démarche participative, disait-il. Et puis, alors, il nous expliquait tout le processus et le temps que ça prenait et toutes les démarches. Et qu'au final, entre le moment où ils avaient commencé à concevoir le projet et puis la réalisation effective, il avait fallu au moins 10 ans. La région dans laquelle se déroulait cette histoire-là, on connaît bien, la durée de vie dans un EHPAD de ce type est de 2 ans et demi. Donc je me suis demandé quel type de participation ou comment leur participation était effectivement pensée avec les personnes qui vivaient dans cette institution pour mener réellement... Enfin, j'en dirai pas plus, mais ils ont été en peine de répondre d'ailleurs à la petite question que je leur ai posée à ce propos-là. Donc voilà, on voit bien qu'il y a des champs de tension de ce niveau-là, et pareil sur les objectifs qui sont définis, sur quoi on se met d'accord, qu'est-ce qu'on a l'intention de faire et qu'est-ce qu'on aimerait faire avec ce projet en commun. Effectivement, les objectifs de la recherche, les objectifs individuels, les objectifs des différentes parties prenantes ne sont pas toujours les mêmes. Moi, je le vois très très fortement dans les recherches mandatées qu'on fait notamment, où on est souvent finalement appelé par des collectivités publiques ou par des institutions pour mener des projets ensemble, et où il y a un énorme travail qui doit être fait en amont sur la définition des objectifs. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on vise, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et surtout qu'est-ce qu'on ne va pas pouvoir faire, à quoi est-ce qu'on n'arrivera pas à répondre. Un énorme travail sur la définition des rôles de chacun, vraiment, et sur l'expertise, parce que Marika le disait, c'est ce Graal. On n'a pas tous les mêmes compétences, on n'a pas tous la même expertise. Et puis ça, je pense que c'est le premier pas, c'est être capable de reconnaître le fait que chacun, on peut apporter quelque chose, mais qu'on n'est pas transposable et qu'on ne fait pas mieux que les autres ailleurs. Il y a une complémentarité, mais qui n'est pas facile à trouver. Et puis ces éléments-là, ils doivent être posés de manière extrêmement claire en début de projet, très certainement, mais ils doivent revenir tout au long du projet. Et ça, alors, vraiment, dans la recherche qui dure sur le temps, et dans la recherche mandatée en particulier, où il y a des attentes spécifiques, moi, je vois à quel point on doit revenir sans arrêt sur ces éléments et les reclarifier et les rediscuter et se remettre d'accord pour être sûr, effectivement, d'arriver à quelque chose de satisfaisant. Et puis, en tant que chercheur, c'est aussi... Et là aussi, c'est particulièrement le cas avec la recherche mandatée, c'est dire, OK, on va répondre à des interrogations, on vient nous chercher pour notre compétence de chercheur,
mais avec des attentes particulières. Hein. Moi, je vois, en Suisse, on a notamment les offices fédéraux, donc les ministères, qui parfois font des appels d'offres ouverts, mais c'est fou parce que dans le descriptif de leur appel d'offres, il y a pratiquement les réponses aux questions qu'ils posent. Hein. Donc, il y a vraiment tout un travail de déconstruction qu'on doit faire nous, et puis un travail de rigueur scientifique qui est fondamental tout au long du processus, et puis d'honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire que on va peut-être pas répondre de la bonne manière ou de la manière qui est attendue en tous les cas, et c'est comme ça. Hein. Et ça, on doit aussi se mettre d'accord sur ces aspects-là et y revenir là aussi, pas qu'il y ait simplement des déconvenus en fin de projet et puis des grosses déceptions de tous les côtés. Et donc sur ce point, Isabelle aussi évoquait, je trouve, un aspect intéressant, c'était comment la recherche aussi avait modifié sa pratique en fait de mandataire judiciaire. Donc Benoît, là, je te laisse porter la parole d'Isabelle. Donc une pratique devenue beaucoup plus plastique, beaucoup plus donc individualisée, moulée au contour des besoins de chacun pour soutenir les capacités, bien plus que pour pallier des impossibilités et encore moins contrôler des déviances. Elle a l'impression que les personnes qu'elle accompagne s'autorisent avec elle, s'autorisent dans leur vie, peut-être maintenant un peu plus à s'exprimer, à agir, à construire, à rêver, prendre des risques, bref, à retrouver une vie vivante. Mais elle dit aussi qu'elle ressent qu'il y a un environnement qui demande toujours plus de sécurité, de garantie, de maîtrise, que les protocoles de recherche, ça participe parfois un petit peu de ces besoins un petit peu de maîtrise, et que ça participe de frein, ça peut autant être frein que levier aussi pour comprendre sa pratique professionnelle. Voilà. Je veux juste faire un rebond sur le geste que vous faisiez tout à l'heure. La spirale, on pense beaucoup, on essaye de mettre ce terme de spirale au cœur de notre réflexion méthodologique. On a alors, l'un des membres du consortium nous dit toujours que dans un groupe de travail, c'est souvent que ça revient, on tourne en rond, et c'est souvent que qui nous dit non, on avance, ça vient d'où, c'est toujours un peu inattendu. La personne qui redit en fait il y a un cap, on avance un peu. Hein. Donc on croit en une certaine voilà que aussi bien en termes, disons, le terme il est utile, comment dire, dans les théories de relations internationales pour dire les normes internationales elles viennent pas d'un coup s'appliquer, il y a des va-et-vient entre les niveaux locaux et les niveaux supranationaux, etc. Mais c'est aussi la spirale, c'est aussi une psychodynamique de la présence et de l'absence. On n'est pas toujours... Personne n'est présent toujours, personne ne participe à 100% tout le temps. Et donc, la spirale, c'est aussi... Alors, il y a plusieurs niveaux du côté de l'apprentissage, mais je m'arrête juste là-dessus. C'est penser que, oui, il y a des présents et des absents en alternance, mais que le mouvement continue un peu ensemble, hein, à avancer. Voilà, je m'arrête là-dessus. Merci. Et on a une dernière question, mais non des moindres. Donc, c'est avec un sacré Salène d'y répondre rapidement que je voulais aborder. C'était celle des relations de pouvoir qui participent au processus de recherche et des connaissances. Et Karen avait sur cette question-là des choses intéressantes à dire. Donc, Christophe, je vous laisse répondre si on veut prendre une ou deux questions. Je te sors la question numéro 2. Oui. Ok, alors tout d'abord, j'espère que c'est le bon contexte. Hein. Tout d'abord, je crois important de remercier Jean-Philippe Cobo et Marika Levki, avec qui j'ai eu la chance et le plaisir de travailler sur la question éthique à Cap-Droit. Effectivement, je ne suis pas sans considérer cette réflexion comme avant tout collectif. La démarche éthique à Cap-Droit, une vigilance par l'autorégulation, l'accompagnement et l'évaluation individuelle et collective. Si on prend l'exemple de la démarche éthique de Cap-Droit,
Celle-ci se devait être envisagée en lien avec son objet, ses modalités de recherche, mais également les aspects de régulation éthique externe. En effet, Cap Droit est une démarche participative de laquelle découle un certain nombre d'exigences éthiques particulières. L'axe de travail essentiel a été de promouvoir le caractère éthique de la démarche participative de recherche scientifique et citoyenne qui constitue Cap Droit. Pour cela, il promeut une vigilance collective qu'on a. Son texte est un peu, des fois... je vais remettre ça dans l'ordre. Parce que là, la protection des personnes, là, il y a des écritures qui sont très fines. Donc, la protection des personnes, l'intégrité scientifique de la démarche, la responsabilité sociale, c'est-à-dire promouvoir un exercice plus effectif de droits humains pour tous, par la participation de toute personne intéressée à chaque étape de projet. Enfin, l'accessibilité des résultats de la recherche. Bon, après, je ne sais pas s'il faut que je continue, étant donné que vous avez un timing. Oui, je pense qu'on peut en rester là. Okay. Merci à tous. On a presque un quart d'heure quand même pour les questions dans la salle. Merci beaucoup pour avoir réussi à serrer, condenser et donner tout cet aperçu. Il y a un point que tous vous avez mentionné qui pèse très lourd dans ces démarches, c'est le temps. C'est-à-dire on a affaire à des dispositifs qui précisément doivent en amont, avec tous les interlocuteurs concernés, savoir qu'on rentre dans un processus de longue durée. Ce n'est pas seulement la temporalité de la recherche habituelle, dont on dit souvent d'ailleurs qu'elle est beaucoup trop longue par rapport à la décision, mais là on est dans quelque chose qui dépasse encore de très loin, je pense, les bornes habituelles de ce qu'on essaye de faire quand on tient à fabriquer ces espaces de coproduction. Ça veut dire qu'il y a du recueil de données, ça veut dire qu'il y a de l'analyse différenciée des données recueillies par des interlocuteurs différents et de fabrique d'une certaine façon de consensus autour des positions qui peuvent être adoptées par chacun. Et si on fait le sacrifice de cette temporalité, alors on fait voler en éclats tout ce qui est l'ingrédient de base de ces dispositifs. Alors ça c'est une adresse évidemment à ceux qui sont les demandeurs de la participation sociale. Parce qu'on est pris dans une espèce de double bind, précisément quand on a... Heureusement, le PPR a déjà une temporalité plus longue qu'à l'habitude. Nous sommes presque devenus coutumiers dans le monde de la recherche des dispositifs à 2 ans, 3 ans. Et il est très rare qu'on aille au-delà de ça. Et effectivement, les projets s'enchaînent et on trouve la temporalité longue dans la succession des projets. On peut reprendre un chantier, on a un nouveau projet, on réexamine des choses qu'on a déjà documentées et c'est comme ça qu'on trouve le temps long. Mais dans la participation, je pense que ceux qui prétendent inciter à ce qu'elle se développe, et je pense bien sûr à des collectivités ou aux décideurs publics en général, je pense qu'ils n'ont pas tout à fait conscience de ce besoin spécifique qui est donné. Donc là, il faudrait qu'on parvienne à adresser des messages, à socialiser, j'ai envie de dire, les fabricants de la demande sociale sur l'intérêt qu'il y a à déverrouiller cet enjeu de temporalité. Ça a des conséquences financières parfois, mais parfois ce n'est pas le seul ingrédient. Je pense qu'il y a aussi donner l'espace de temps, les rendez-vous que ça suppose. Et ça, je ne crois pas que ce soit perçu par toutes les communautés d'acteurs qui sont concernés, y compris d'ailleurs certains milieux professionnels. Donc voilà, merci d'avoir montré que si on n'a pas cet ingrédient, alors il faut éviter de
gargariser de mots parce qu'on ne fera pas sans ces facteurs premiers qu'on oublie trop souvent. Juste sur ce point, ce sera effectivement l'appel sciences participatives de l'ANR, c'est 2 ans. C'est-à-dire, alors que l'ANR est normalement sur des temporalités un peu plus longues, mais celui-là, c'est 2 ans. Ce qui est quand même assez surprenant. Il y a une question là-bas. Pour apporter un point de vue, je suis tout à fait d'accord sur la question, la proposition qui vient d'être faite. Cela dit, je voulais témoigner d'un travail qui s'est fait avec des personnes déficientes visuelles et qui ont participé, y compris à la co-construction de l'outil de recherche et du questionnaire, et dire aussi que le fait d'avoir s'y être pris comme ça a permis aussi de faciliter l'accès au terrain. C'est-à-dire que la communauté des personnes a aussi utilisé tout son réseau pour aider à ce que l'étude puisse se faire. Et donc, en termes de temporalité, c'est vraiment important pour inciter des jeunes chercheurs à oser aller vers ce type de recherche qui aujourd'hui ne sont quand même pas très très bien encore reconnus. C'est aussi un moyen de faciliter et de pouvoir avoir accès peut-être à des personnes ou à des façons de faire qu'on ne pourrait pas faire autrement. Et c'est important qu'on le dise. Merci. Je ne sais pas si quelqu'un veut, Dario, mais Karen vient d'arriver, donc je vous propose de nous rejoindre quand même parce que vous avez fait quand même un long voyage. Et Dario. Oui, je vais juste faire part d'une expérience aussi, parce que une des réflexions qu'on avait, c'était de se dire aussi que souvent le temps était lié à l'argent, c'est-à-dire qu'en effet les financements, et donc on a imaginé avec des collègues enseignants d'essayer de se soustraire un peu, c'est-à-dire d'utiliser l'enseignement pour aller sur des terrains avec les étudiants, pour qu'ils apprennent aussi, ce qui est un moment de projet, et puis comme cela aussi avec les jeunes chercheurs, etc., faire des choses. Et l'idée était de se dire, en fait, les prestations sont des prestations d'échange non monétaires. C'est-à-dire que nous, on va sur le terrain, la commune, la communauté, etc., nous ouvre ses portes, on a l'occasion de faire des choses avec eux. Et en échange, c'est un lieu d'apprentissage, justement, de co-apprentissage, mais aussi de formation. Et je viens de recevoir une réponse aujourd'hui parce que je dois faire une convention, notamment avec cette ville de Prilly, dans laquelle on a engagé un diagnostic avec des cartes sensibles, avec un géographe, on échange les cours, on fait plein de choses. Et au fait, la juriste de l'université me dit, je ne sais pas si on peut faire un contrat s'il n'y a pas d'argent. Et elle vient de me répondre qu'après discussion au sein du service juridique, il était possible de faire ce contrat dans ce cas. Donc c'est même pas évident. C'est pour vous dire aussi dans quel monde on doit fonctionner des fois. C'est-à-dire que même quand on essaie de s'extraire en fait de ce qui est une contrainte, justement dans la collaboration et dans les échanges, etc., mais où on doit quand même contractualiser parce qu'il y a des étudiants qui bougent, enfin il y a quand même des responsabilités diverses. Le service juridique de mon université me dit, bon, on vous permet dans ce cas, mais pensez pas que c'est la règle. Donc juste aussi partager ça, que l'argent est devenu aussi un peu une colonne de ce qu'on fait, quoi, malheureusement. Et quand on essaie de s'en extraire, c'est même pas des fois permis, ou c'est juste permis, quoi. J'ai le micro. Alors j'avais une question sur justement les formes de reconnaissance qu'elles reçoivent en retour, en fait, les personnes qui participent. Qu'est-ce qu'elles ont en retour de leur participation à la recherche? Parce qu'on sait que les chercheurs, ils ont les articles, il y a leur nom dessus, et vous êtes aussi rémunérés pour ce travail-là. Mais pour les participants, est-ce qu'il y a une idée de les inscrire en tant que co-auteurs, et si c'est le cas, si c'est envisageable dans le monde de la recherche, comment on fait alors avec les enfants qui participent? C'est une bonne question. Est-ce que Karen, vous voulez... Oui, excusez-moi, bonsoir. Alors, mon absence est très significative des enjeux de la recherche participative, tant il est parfois complexe d'être présent. Dans tous les cas, sur la question de la reconnaissance, c'est une question très importante, en effet. Et je sais que dans bien des situations, notamment à Cap Droit, on pratique la co-autorisation. Bien sûr, qui peut être une façon de reconnaître l'implication des personnes. Et je pense même que cette implication, elle doit être de toute façon reconnue d'une façon ou d'une autre.
Mais je dois aussi souligner que sur la question juridique, je viens d'arriver, donc je n'ai pas tout entendu. Mais effectivement, moi, je me suis heurtée à un service juridique sur la question de la reconnaissance, alors même que cette question, elle est très importante. Et on voit bien que la notion juridique, en ce qui concerne la recherche participative, dans certains cas, comment dirais-je, outrepasse certaines références qui sont les nôtres, peut-être de façon plus classique dans le champ de la recherche, notamment du point de vue de la propriété intellectuelle ou de la question des droits d'auteur, effectivement, plus largement, le droit à l'image. Donc voilà. Et ce n'était pas du tout concernant le Cap Droit, cette dernière remarque. C'est dans un autre cadre. Mais voilà. Effectivement, il y a quelques flottements, parfois. J'ai peut-être juste une idée, mais qui répond peut-être pas directement. Mais dans le cadre de Cause Commune, j'avais été frappé par 2 jeunes. En fait, on avait fait un processus dans lequel il y avait des propositions de changement du quartier, etc. Et la question de la reconnaissance est certes importante, et peut-être d'autant plus avec certaines populations, mais il y a une autre question qui me paraît aussi importante, voire plus, et c'était un bon exemple, je vous dirai pourquoi après. C'est que cette idée du bien commun, c'est-à-dire pourquoi on fait les choses, est aussi un moteur. C'est-à-dire que si on arrive à se mettre d'accord sur pourquoi on fait les choses, c'est peut-être pas pour soi qu'on le fait, pour la reconnaissance de soi, alors peut-être du groupe, peut-être enfin, on peut discuter ensuite de qui, mais c'est pas forcément le soi qui est engagé. Et l'exemple que je voulais donner, c'est qu'il y a 2 jeunes qui sont venus en disant « Pour nous, c'est trop tard, on est trop vieux. On aimerait bien que les enfants qui sont dans nos quartiers, les futurs enfants, ils aient quelque chose. » Ils ne venaient pas pour une reconnaissance personnelle, ils venaient pour un bien commun. Et je pense qu'il faut peut-être réfléchir aussi à différents niveaux et que l'idée justement de la reconnaissance par l'auteur, évidemment c'est bien. Et si on peut le faire, si les conditions se prêtent, il faut le faire et il faut trouver justement les communications, les différents types de communication. Il n'y a pas que des articles scientifiques d'ailleurs, où justement la reconnaissance ou la mise en scène des uns et des autres puisse être faite. Et je pense que c'est une occasion d'ailleurs aujourd'hui. Mais de l'autre côté, il faut aussi peut-être réfléchir à d'autres moyens de pourquoi on fait les choses, quoi. Sur la reconnaissance, je voudrais tout de même souligner que la reconnaissance, c'est aussi un levier d'emprise. C'est justement parce que les personnes ont besoin de reconnaissance qu'elles sont aussi rendues vulnérables dans le contexte de la recherche. Donc on doit aussi porter attention au fait d'avoir une reconnaissance, mais équilibrée, et qui implique peut-être une forme d'innovation sociale et économique. Mais ça, c'est une autre temporalité. J'ai une question en ligne, si ça ne vous dérange pas, et puis je pense qu'on va s'arrêter là-dessus parce que Myriam a fait un très bon travail pour la gestion du temps et je la remercie. Pour Benoît et Dario, donc je vous demanderai d'être succinct et bref. Pourriez-vous distinguer les notions de co-chercheur et de co-enquêteur qui, selon moi, permettraient de mieux distinguer les rôles des uns et des autres? Et vous avez 2 minutes chacun. Oui, le zèle procédural et le zèle catégorial permet parfois d'éclairer les choses, mais on empêche aussi beaucoup. C'est mon premier niveau de réponse. Donc, co-chercheur, co-enquêteur, parfois c'est distinct, parfois c'est pas distinct à cap droit, parfois ça devient clair, parfois ça se brouille. Ça dépend des contextes. Et il n'y a pas une distinction qui tient depuis 10 ans que cap droit existe. Il n'y a pas une distinction qui tient, qui serait appropriable par tout le monde et qui serait ensuite diffusable et transposable ailleurs. Voilà, donc de manière contextuelle, on peut répondre. De manière générale, je ne tenterai pas une distinction. J'irai même plus vite, parce que je crois que je n'ai pas utilisé ces mots. Donc... Bon, mais donc je pense qu'on va clôturer cette table ronde-là. Merci à tous. Merci à Benoît et à Christophe d'être venus au pied levé en affrontant la pluie, parce que je ne vous ai pas dit que Benoît était arrivé dégoulinant. Merci à Karen d'avoir affronté la SNCF. Merci et merci à tous. Et donc je redonne la parole à Claude.